Bonsoir et bienvenue à cette édition sur Euzeu Télévision, le sommaire. C'est désormais officiel, Boni Yayi a acté sa démission des forces Kori pour un Bénin émergent ce lundi 27 juillet 2020. Un départ notifié par Exploit Dussier. Plus de précisions dans ce 19h. La célébration de la Tabaski a lieu ce vendredi 31 juillet 2020, 2 jours avant la fête. Le marché de moutons à Zongo s'anime, mais les vendeurs ne sont pas satisfaits des commandes. Nous y reviendrons. 1er août 1960, 1er août 2020, 60 ans déjà que le Bénin a obtenu son indépendance. Dans cette édition, l'ancien bâtonnier Jacques Migan parle de l'indépendance au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est définitivement fini entre Boni Yayi et les FCBE. Ce lundi 27 juillet 2020, l'ancien président de la République du Bénin, par acte Dussier, a signifié son retrait définitif du dit parti. Selon un quotidien de la place, c'est pour violation de la ligne politique retenue à Parakou, une action qui intervient dans la période où la création d'un autre parti de l'opposition est agitée. Selon la même source, Boni Yayi serait membre fondateur du nouveau parti d'opposition. Ce nouveau bébé de l'échiquier politique béninois baptisé les démocrates se démène pour aller remplir au ministère de l'Intérieur ce mercredi 29 juillet les conditions d'obtention de son acte de naissance qu'est le récépissé. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs semaines, l'ancien président de la République, Boni Yayi, a annoncé son départ des FCBE via sa page Facebook, un départ auquel beaucoup ne croyaient. Le député Eustache Akbovi est désigné depuis ce mardi pour siéger à la Haute Cour de justice. Il va remplacer son collègue démissionnaire Jonas Benameto, actuel maire de Semekboudji. La désignation a été adoptée conformément à la clé de répartition approuvée jeudi 23 juillet dernier, laquelle clé attribue de droit de ce poste au parlementaire bloc républicain auquel appartenait le député démissionnaire. Eustache Akbovi se dit très heureux de la confiance placée en lui par ses collègues. Selon lui, la désignation lui permettra de travailler davantage pour la République et de gagner encore en expérience. Le Bénin célèbre ce 1er août 2020 ses 60 ans d'accession à la souveraineté internationale. Pour la courte histoire, le Bénin a accédé à l'indépendance complète le 1er août 1960 sous la dénomination de République du Dahomey. Les pouvoirs furent transmis au président Hubert Maga par le ministre d'État François-Louis Jacquinot. En 1972, l'officier Mathieu Kérékou prend le pouvoir. Il adopte en 1974 le marxisme-léninisme comme idéologie officielle du gouvernement. En 1975, il rebaptise le pays République populaire du Bénin. À notre rédaction, l'ancien bâtonnier Jacques Migan a accordé un entretien sur cette célébration. Voici un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou. Et pour que je puisse porter un jugement sur ce qui s'est passé de 1960 à ce jour, souffrez que je divise les époques, les 60 ans, en 4 époques, en 4 périodes. Nous avons la période de 1960 à 1972. Période que j'appelle la période de stabilité. La période où
s'est installé surtout des bouleversements, des coups d'État, où on ne peut pas, et vous le savez, quand il y a bouleversement, instabilité, il n'y a pas la paix. Et quand il n'y a pas la paix, il ne peut point y avoir développement. Et tout le monde le sait. Un pays où l'instabilité règne, c'est un pays qui ne peut pas avoir ce que l'on appelle la paix pour son développement. Il y a eu des coups d'État, tout le monde le sait, plusieurs coups d'État, où nous avions connu des présidents qui ont fait 3 ans, des présidents qui ont fait 1 an, des présidents qui ont fait 6 mois, des présidents qui ont fait même 1 jour. Et c'est ce qui, et cette période, comme je le dis, le Dahomey de l'époque en avait beaucoup souffert, a beaucoup souffert de cette période. De 1972 à 1990, nous avions connu la deuxième période, la deuxième époque, que j'appellerais la période de la pensée unique, la période révolutionnaire. D'aucuns vous diront la période dictatoriale. Et cette période a surtout connu des intellectuels, l'apport des intellectuels, des idéologues, des gens qui ont pensé que, à partir de leur pensée, de leur idéologie, ils pouvaient révolutionner le Bénin. Certes, il y a eu des réalisations, certes, il y a eu des réformes, mais il a manqué ce qu'on appelle les moyens pour accompagner ces réformes, ce que l'on appelle les moyens économiques. Nous n'avions pas mis l'accent sur le comptons sur nous-mêmes qui était développé à cette époque. Certes, il faut compter sur soi-même, mais pour compter sur soi-même, faudrait-il encore avoir les moyens de sa politique. Tout le monde sait que pour cette période, ils étaient combattus, déjà dans la sous-région, parce que l'idéologie qui était mise sur place, je dirais, ne plaisait pas aux autres pays pour accompagner notre pays. Il en est de même des institutions internationales qui pouvaient nous accompagner, qui ont refusé de le faire. Parce que nous avions choisi une voie qui ne plaisait pas. Malheureusement, nous n'avions pas à cette époque, de 1972 à 1990, les moyens qui pouvaient nous permettre de réaliser, de satisfaire les besoins vitaux du peuple. Et vous avez vu comment ça a fini. On était incapable à l'époque de satisfaire, de payer les salaires des fonctionnaires. Et quand vous n'arrivez pas à le faire, tout de suite, on voit qu'il y a des problèmes. D'où l'échec. C'était un échec comme de 1960 à 1972. De 1990, ou plus précisément de 1991 à 2016, j'appelle cette période la période du renouveau démocratique. J'aurais pu continuer jusqu'à ce jour, mais je m'arrête à 2016 et vous comprendrez pourquoi. Dans son argumentaire, le bâtonnier Jacques Migan a abordé le processus de transition démocratique assuré par Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien directeur Afrique de la Banque mondiale. Il donne son opinion sur l'évolution du Bénin de 1991 à 1996, de 1996 à 2006, de 2006 à 2016, puis de 2016 à nos jours. Jacques Migan au micro d'Abdel Kader Achirou. 1991 à 2016, il n'y a pas eu ce que nous voulons, puisque nous sortons d'une période révolutionnaire, de pensée unique, pour entrer dans une période démocratique où, je dirais, chacun pouvait dire, chacun pouvait s'exprimer, chacun pouvait aller et venir. Il n'y a pas eu de 1991 à 2016
ce qu'il fallait pour que le Bénin puisse se développer, puisse se lever, puisse se révéler. Quand vous prenez la première de cette période du renouveau démocratique de 1991 à 1996, nous avions connu un régime. Mais le régime a surtout bénéficié pour le développement du pays de ce que nous appelons la prime à la démocratie. Ce n'est pas que le régime avait déjà conçu, prévu son programme d'action du gouvernement, avait déjà les moyens pour le développement du pays. Non. C'est un régime, si vous voulez, où nous avions vécu plus le régionalisme. On a navigué à vue. On n'a pas pris les dispositions qu'il faut pour aller à développement, puisque vous le savez vous-même, monsieur le journaliste, que gouverner, c'est concevoir. Gouverner, c'est prévoir. On n'a pas connu les réformes qu'il fallait, puisque en sortant d'un régime, d'une part, comme je le disais, de stabilité, mais révolutionnaire, il fallait prévoir les réformes qui devraient nous mettre sur orbite. Cela n'a pas été fait. Jusqu'à ce que ce régime cesse d'exister en 1996. De 1996 à 2001, nous avions connu un autre régime, qui est toujours le régime démocratique. Mais ce régime démocratique a prévu pour le développement du pays 2 programmes d'action du gouvernement. PAG 1 de 1996 à 2001 et PAG 2 de 2001 à 2006. Mais malheureusement, le tout ne suffit d'avoir un programme d'action du gouvernement. Il faut, pour accompagner ce programme, d'une part les hommes qu'il faut, mais les moyens qu'il faut. J'entends par là les moyens sur le plan financier, au niveau des réformes, au niveau des réalisations. Ce qui a plombé ce régime de 1996 à 2006, c'est parce qu'il n'y avait pas la volonté pour une gouvernance responsable. On ne mettait pas les hommes qu'il faut au poste qu'il faut. Et on ne tenait pas compte de la compétence. On le faisait par affinité politique. D'où ce que nous avions connu. C'est-à-dire, ça entraînait la destruction même de l'État, les détournements. Détournements qui étaient suivis d'impunité, ou c'était l'enrichissement illicite, personnel. Ce n'était pas l'intérêt général qui primait, c'était l'intérêt personnel. On se souciait très peu de l'intérêt national, de l'intérêt général. Seuls ceux qui étaient proches du régime ou qui étaient aux responsabilités pouvaient s'enrichir sur le dos de l'État. Cela s'entend. Donc, il y avait une volonté de l'homme qui était au pouvoir, mais malheureusement qui était mal entouré, mal accompagné, ce qui fait qu'il y a eu un échec. Échec de 1991 à 1996, échec de 1996 à 2006. Et quand est arrivé sous le régime de celui qui a gouverné de 2006 à 2016, c'est l'époque, je dirais, que j'appellerais l'époque brouillonne du populisme. C'est-à-dire, nous avions eu un régime qui est arrivé et qui improvisait. Et qui a improvisé tout le temps. De 2006 à 2016, je vous disais l'époque brouillonne, l'époque du népotisme, l'époque où je dirais chacun pouvait prendre sa part, chacun pouvait se satisfaire. Le Bénin n'était pas la préoccupation.
Mon pays n'a jamais été la préoccupation, surtout pendant cette période, tout simplement parce que l'intérêt général était mis de côté au profit de l'intérêt personnel. Et pourtant, on nous a prôné le changement. Le changement était un slogan. Ce n'était pas un idéal à atteindre. Il n'y a pas eu de réformes dignes de ce nom pendant cette période. Et cette période qui aussi a plombé mon pays. Donc voilà la troisième époque qui part de 1991 à 2016. La quatrième époque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la période de la rupture. Oui, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui. La rupture totale. C'est l'époque qui a commencé en 2016 avec la construction du Bénin. C'est aujourd'hui que le Bénin est en train de se construire. Le Bénin a commencé à se construire à partir de 2016. Et en 4 ans, je dis bien en 4 ans, lorsque vous observez tout ce qui a été réalisé, quel que soit le domaine de l'agriculture, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine énergétique, j'entends par là électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine du numérique, dans le domaine, si vous préférez, de l'éducation. Le Bénin est réellement en chantier. À 2 jours de la Tabaski, le marché des moutons Nouveau Zongo du quartier Vaudier connaît une grande animation, mais ce n'est pas pour autant que les vendeurs font de bonnes affaires. Le prix du mouton freine l'enthousiasme des clients. Nos reporters nous plongent dans l'ambiance de ce marché à la veille de la Tabaski. Suivez. L'odeur des crottes se mélange à celle des herbes et des autres déchets embaume l'atmosphère. Une sensation qui annonce la présence des bêtes dans les environs. Le cri des bêtes au quartier Vaudier indique que le marché des moutons n'est plus loin. Karimou Lawani Yakoubou est venu ici chercher son mouton pour l'Aïd El-Kébi qui aura lieu dans 2 jours. Mon mouton, j'ai une modique de somme dans ma poche que je suis en train de circuler un peu partout. Mais vraiment, depuis là, je suis en train de voir que vraiment, ça. Face à sa demande, plusieurs vendeurs lui proposent des bêtes qui semblent trop chères. Mouton là, ça n'a pas de prix de fixe. On te met le prix marchand, ça dépend. Ça varie de 60 jusqu'à 150 000, 200 000. Ça n'a pas de prix fixe. Vous allez marchander. C'est pas comme aux boutiques, comme le prix fixe. Non. Mouton là, on te met le prix marchand. Si c'est bon, tu as trouvé un peu dedans. Si tu as le bénéfice dedans, tu vas vendre. Si tu n'as pas trouvé, la personne va aller chercher ailleurs. Toi aussi, tu vas chercher un autre client. Aujourd'hui, c'est pas cher. Tu peux trouver à 50, petit 40, un peu grand 60. Moumouni Oumarou et Hassani Saliou évoquent d'autres raisons qui justifient les prix proposés. Parce que nous, comme nous sommes des producteurs, souvent on suit la tendance des prix entre ceux qui importent et nous, pour que ça ne soit pas trop cher pour les clients. Mais comme il n'y a pas eu beaucoup d'entrées cette année, les bêtes sont un peu chères. Donc les gens viennent voir, mais pour acheter, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter. Ils ont dit le temps est dur, le temps est dur. Je ne sais pas si c'est histoire de Covid ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Les bêtes, même s'ils ne mangent pas bien là, qu'ils mangent 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils sont toujours pleins. Donc ça, c'est des bêtes qui ont... Mais il y a des bêtes qui peuvent manger 1 tonne de nourriture, mais ça ne sait pas. Donc nous aussi, on essaie de jouer sur les prix, quoi. Quand on voit une bête qui est intéressée par un client, bon, quand le client veut vraiment ça, bon, on peut vendre ça cher au client et maintenant vendre une bête qui ne coûte rien, moins cher pour un peu équilibrer la balance, quoi. Okay, ça, c'est sur la voie qu'on trouve un peu de problème, quoi. Ceux qui achètent au Niger, au Burkina, pour traverser les frontières, pour rentrer, c'est là-bas qu'il y a problème. Malgré cette situation, Abayomi Rachad a déjà acheté son mouton à lui. Pour le moment, le terrain, je vois que ça va. Et on va profiter pour saluer l'État. Parce que l'année passée, l'État, il a fait pour lui, mais cette année est bon. Parce que la route, on voit qu'il n'y a pas de problème pour les camions qui amènent des moutons. Mais je suis venu ce matin, ce que je pense,
Mais je vois que ça va bien. Je l'ai payé les 2 moutons à un bon prix, quoi. Oui, la Tabaski 2020 aura bel et bien lieu, quel que soit le prix du mouton. Parlons de Tabaski, elle a lieu cette année le vendredi 31 juillet. Le contexte actuel lié à la pandémie du coronavirus nécessite une célébration sobre dans le respect strict des mesures anti-Covid. Dans cette optique, à travers un communiqué datant du 24 juillet, le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin prescrit des dispositions sécuritaire à l'endroit des fidèles musulmans et responsables de mosquées. L'Union indique que la fête de l'Aïd al-Kabir édition 2020 sera célébrée sur toute l'étendue du territoire dans les enceintes de toutes les mosquées où sont organisées les prières vendredi. Toujours dans son communiqué, le BEN 8B, présidé par l'imam Assifatou Mohamed Ali, précise qu'aucune prière de l'Aïd ne sera célébrée dans les places publiques dédiées à celle-ci. La journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été célébrée le 17 mai. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la célébration a été reportée à ce 29 juillet au Bénin. L'ONG Hirondelle organise un séminaire de 3 jours pour commémorer cette journée à partir de ce jour au Business Promotion Center de Calavi. Carles Kitomé a assisté à l'ouverture. Voici son compte-rendu. L'ONG Hirondelle a organisé ce 29 juillet la célébration de la 8e journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Une série de communications ont été données sur le thème au Business Promotion Center de Calavi. La journée internationale de lutte contre l'homophobie, qui a eu lieu le 17 mai de chaque année, a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation. Des actions de sensibilisation et de prévention contre l'homophobie et la transphobie. À cet effet, Hirondelle Club Bénin se fait depuis 8 ans déjà l'obligation de commémorer cette journée à travers des actions. Des actions d'information, de formation, de sensibilisation et aussi surtout de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives et de la société civile pour la promotion de l'intégration et du vivre ensemble. L'homophobie étant une forme de discrimination au même titre que toute autre discrimination. Invité à cette cérémonie, le roi Agamemnon de Dongbo a donné les raisons de son soutien à l'activité. Je suis très ravi parce que quand on parle des jeunes, je suis toujours de leur côté. Je salue beaucoup Plakou Luik, qui est le président de l'ONG, qui est en train de mener une lutte. Et cette lutte, ce n'est pas pour lui seul, c'est pour toute la jeunesse. Et tous les ONG qui doivent œuvrer, parce que c'est les enfants qui sont les pères de demain. Nous devons être avec les enfants, les diriger, pour qu'il y ait ambiance entre eux et éviter des maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont sexuellement transmissibles, à part le sida, il y a la gonococcie, syphilis. Cette célébration s'étend sur 3 jours et prendra fin le 31 juillet prochain. La Confédération africaine de football a voulu faire un dernier rappel aux fédérations nationales en ce qui concerne la mise aux normes de leur stade, ce avant de prononcer des sanctions. Selon le site d'information Africa Top Sports, l'instance dirigeante du football africain exige la mise à niveau des stades de compétition avant la reprise des compétitions, entre-temps suspendues à cause de la crise sanitaire. Selon une note en date du 26 juillet 2020, l'institution recommande que cette période d'interruption soit utilisée pour améliorer les stades et autres installations
pour les matchs dans les sites respectifs et dans la mesure du possible. Lorsqu'un stade d'un pays ne remplit pas les conditions requises, son équipe nationale et ou ses clubs peuvent être tenus de jouer leurs matchs dans le stade agréé d'un autre pays, a précisé la CAF. Il faut rappeler qu'avant même que la CAF ne prenne cette décision en février dernier, le Bénin avait déjà engagé la rénovation des 2 grands stades que compte le pays, à savoir le stade général Mathieu Kérékou à Cotonou et le stade Charles de Gaulle à Porto Novo. L'actualité hors de nos frontières de ce 19h porte sur la renonciation des séparatistes yéménites à l'autonomie. Décès de plusieurs personnes dans un accident au Mali. La compilation est signée Osnel Toli, Astrid Tossavi. Au sud du Mali, 22 personnes ont été tuées et 21 blessées, dont 7 gravement dans une collision entre un minibus et un poids lourd. L'accident s'est produit sur la route nationale 26 qui relie la capitale Bamako à la Guinée. L'excès de vitesse et le non-respect du code de la route ont été pointés comme les principales causes de ce drame. Notons que les accidents de la route sont nombreux au Mali, où le mauvais état des axes routiers a été par le passé source de tensions sociales. En Guinée, 22 personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation pour protester contre les coupures d'électricité, ont annoncé les avocats de la défense. Ils ont été écroués et inculpés pour troubles à l'ordre public. Cette manifestation de plusieurs centaines de personnes le 21 juillet à Cancan, fièvre du président Alpha Condé en Haute-Guinée, avait donné lieu à de violents heurts avec les forces de l'ordre et plusieurs manifestants avaient été blessés. Un collectif d'ONG pour la défense des droits humains a lui aussi dénoncé les actes de torture physique et morale contre les prévenus et réclame leur libération immédiate et sans condition. Il faut noter que les manifestations contre les coupures d'électricité sont récurrentes en Guinée où malgré la richesse de son sous-sol, le pays n'est électrifié qu'à 35,2%. Un cessez-le-feu a été signé ce matin entre l'Ukraine et la Russie. Cette annonce intervient après une discussion téléphonique entre les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine. À partir donc de ce 29 juillet 2020, toute action militaire est prohibée sur la ligne de front longue de 400 km et les deux présidents se sont mis d'accord pour ouvrir 2 nouveaux points de passage entre l'Ukraine et les territoires séparatistes de Luhansk. Par ailleurs, les présidents Poutine et Zelensky ont discuté des changements à apporter à la constitution ukrainienne. Néanmoins, plusieurs cessez-le-feu similaires ont déjà systématiquement échoué ces dernières années. Et à Kiev, certains comptent les heures et les jours jusqu'à la reprise des hostilités. Le gouvernement canadien procédera à une enquête complète sur la pire tuerie de son histoire en avril dernier afin de faire la lumière sur cette tragédie et répondre aux demandes des familles qui réclament plus de transparence. C'est le ministre de la Sécurité publique canadien Bill Blair qui l'a annoncé hier mardi 28 juillet dans un communiqué. Pour rappel, 22 personnes sont mortes par balle les 18 et 19 avril dernier dans une région tranquille dans l'est de la Nouvelle-Écosse. Ils ont été tués par Gabriel Wortman, prothésiste dentaire âgé de 51 ans, déguisé en policier et conduisant une fausse voiture de police. Il a été abattu à l'issue d'une chasse à l'homme de plus de 12 heures par la police. Les séparatistes du sud du Yémen renoncent à leur autonomie et se sont dit prêts à mettre en œuvre l'accord de Riyad qui prévoit un partage du pouvoir dans le sud entre le gouvernement et eux. L'annonce a été faite ce mercredi 29 juillet 2020 sur Twitter par le porte-parole du Conseil de transition du Sud, Nizar Hatam. Le président yéménite Abdrabbo Mansour Hadi, exilé en Arabie Saoudite, avait exhorté fin juin les séparatistes à mettre fin à l'effusion de sang et à respecter un accord de partage du pouvoir lors de sa première prise de parole depuis leur déclaration d'autonomie du Sud en avril. Le conflit entre le gouvernement et les séparatistes du STC alliés contre les rebelles
Houthis représente une guerre dans la guerre au Yémen. Cette guerre dans la guerre a rendu encore plus complexe un conflit qui, en 5 ans, a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué, selon l'ONU, la pire crise humanitaire en cours dans le monde au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.